Voilà, normalement, ça a démarré. Alors, eh ben, bonjour à tous et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'information sur un nouveau dispositif qui s'appelle le PAEC, maintien des surfaces en agriculture biologique et qui, dans les grandes lignes, permet de rendre accessible des MAEC pour les producteurs bio qui jusqu'ici étaient dans des zones où les MAEC n'étaient pas accessibles. Ça fait beaucoup d'acronymes, PAEC, MAEC, etc. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous n'êtes pas familier avec ces termes-là, on va les expliquer au début de la réunion. Euh, alors, pardon, je gère aussi un petit peu les entrées en même temps. Avant d'aller plus loin, on voulait vous préciser que cette réunion, elle est organisée dans le cadre du plan bio qui est piloté par l'État et le conseil régional et auquel s'associent les agences de l'eau et les conseils départementaux. Tout comme le dispositif qui va vous être présenté, cette réunion, elle est co-animée par Bio Hauts-de-France et la Chambre d'agriculture Hauts-de-France. J'aurai l'occasion de partager la parole avec Hugo Smelten de la Chambre d'agriculture de la Somme pour vous présenter ce dispositif et essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Sachant que si jamais nous n'avons pas les réponses, on les notera bien et puis on essaiera de revenir vers vous ultérieurement avec les réponses. Euh, Également, avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait vous préciser que ce dispositif, il a pu émerger, voir le jour suite à un travail entre Bio Hauts-de-France et la DRAF qui date de l'été dernier, où l'objectif, en fait, c'était de s'intéresser à l'enveloppe des reliquats de l'aide à la conversion. Donc, comme on le sait, en ce moment, les dynamiques de conversion n'étaient pas très dynamique, justement. L'enveloppe de l'aide à la conversion était sous-consommée et notre objectif, c'était d'essayer de faire en sorte que cet argent non consommé puisse quand même bénéficier à l'agriculture biologique. Et donc, ce dispositif de PAEC est un des moyens que nous avons pu développer grâce à la DRAF qui est présente aujourd'hui également. Donc Anna, merci encore d'être avec nous. Euh, pour faire en sorte que une partie de ces reliquats puisse quand même bénéficier aux exploitations bio. Voilà. On remercie aussi les agences de l'eau qui ont permis aussi la mise en place de ce dispositif puisqu'elles participent à son cofinancement euh, des mesures. Donc voilà pour l'introduction. J'annonce tout de suite qu'on avait prévu, on avait annoncé une réunion entre 11 heures et 13 heures. On avait prévu très large. Je pense que en une heure et demie, on devrait avoir terminé. Voilà, simplement pour vous repréciser un petit peu le cadre horaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est comme je disais au début, de reprendre un petit peu les bases de ce que c'est qu'un PAEC, une MAEC, pour que tout le monde soit bien, mais de quoi il va s'agir dans la suite de la réunion. Et ensuite, on vous présentera donc ce nouveau PAEC, maintien des surfaces en agriculture biologique. On vous représentera un petit peu le contexte, les critères d'éligibilité pour entrer pour pouvoir accéder aux mesures plutôt, et le zonage aussi de ce nouveau territoire. Et ensuite, je passerai la parole à Hugo Smelten pour la suite, pour vous présenter spécifiquement les mesures qui sont ouvertes sur ce territoire avec leur cahier des charges. Et ensuite, toute la démarche en fait
si jamais vous êtes intéressé et que à première vue vous pouvez être éligible, de savoir bah, voilà, comment activer pour la suite. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. Comme on est en petit comité, ce que je vous propose, c'est que on, on déroule une partie de la présentation et puis que on fasse des moments de pause où je vous proposerai de poser vos questions. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à activer vos micros ou à les noter dans le chat. Euh, j'ai pas forcément de visibilité sur le chat, mais je sais que j'ai des collègues qui sont connectés, donc si jamais je loupe une info, je compte sur eux pour me la faire passer. Voilà. Euh, ok, alors si c'est bon pour tout le monde, eh ben, on va pouvoir démarrer. Alors par donc la base de qu'est-ce que c'est qu'un PAEC et donc qu'est-ce que c'est que ce nouveau dispositif là que qu'on vous propose. Euh, donc, PAEC, c'est un acronyme pour Projet agro-environnemental et climatique. Globalement, ces projets-là, ce sont des projets qui sont portés par un opérateur. Un opérateur, ça peut être la chambre, ça peut être un parc naturel régional, ça peut être une association, ça peut être une communauté de communes. Voilà, il faut simplement que ce soit une entité qui puisse voilà, gérer le dossier de ce projet-là. Ce projet va recouvrir une zone géographique. Donc, bah, justement, une communauté de communes peut dire, bah voilà, moi, je souhaite porter un PAEC sur mon territoire. Donc, elle va définir la zone géographique en fonction, du coup, d'enjeux qui sont répertoriés sur son territoire. Donc, ça peut être des enjeux d'érosion, biodiversité, eau, etc. L'idée, c'est pourquoi est-ce que cette communauté de communes, si je prends l'exemple, je continue mon exemple, euh, pourquoi est-ce qu'elle voudrait porter ce PAEC? En fait, c'est pour proposer aux producteurs et productrices du territoire d'améliorer leurs pratiques pour mieux répondre justement aux enjeux environnementaux prioritaires qui ont été identifiés. Donc, en fait, on va leur proposer un accompagnement pour évoluer les pratiques et mieux répondre à ces enjeux. Et donc, sous quelle forme est-ce que ça se constitue cet accompagnement? Eh bien, c'est justement un contrat MAEC. Donc ça, vous en avez peut-être plus entendu parler que l'acronyme PAEC. Donc le contrat MAEC, c'est des mesures agro-environnementales et climatiques. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que le PAEC, c'est finalement le projet d'un territoire, ou en tout cas qui est disponible sur un territoire, qui est porté par un opérateur et dans lequel va être donc proposé des contrats MAEC. Euh, donc en 2025, par exemple, ça c'était la cartographie des PAEC en Hauts-de-France. Donc comme c'est noté, il y avait 54 PAEC. Donc, on peut voir qu'il y en avait certains qui étaient financés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, en partie parce que, pardon, je précise, les MAEC, c'est inclus dans la PAC et donc du coup, il y a de l'argent de l'Union européenne qui est inclus dedans. Euh, mais du coup, c'est cofinancé. Ça demande toujours des cofinancements. Et donc, on va avoir des cofinancements de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, donc sur les zones en violet. On va avoir des cofinancements de l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur les zones en bleu et orange. Et il y avait aussi des PAEC dits biodiversité qui sont en vert et là qui étaient cofinancés par la DRAF. Anna, si jamais je me trompe dans les terminologies ou dans voilà, des précisions ou autres, n'hésite pas à intervenir et à préciser. Voilà, Pas de j'espère souci, que... mais il y a pas d'erreur pour le moment. Ok, parfait, merci. Voilà, du coup, donc ça, c'était la situation des PAEC en 2025. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y avait des zones en blanc.
sur lesquels, du coup, il n'y avait pas de PAEC et donc sur lesquels on ne pouvait pas souscrire à une MAEC, donc à ces contrats de mesures agro-environnementales et climatiques. Et donc c'est peut-être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Quand on était en zone blanche, eh ben, on ne pouvait pas souscrire à ces contrats et donc être financé. Donc, j'anticipe un tout petit peu sur la suite de la réunion, simplement pour vous dire que justement, en 2026, pour les bio, ce qu'on a réussi à faire en ouvrant un nouveau PAEC, c'est que toutes ces zones-là, blanches, soient désormais couvertes. Et donc, normalement, plus aucun bio ne sera dans l'incapacité de souscrire à un contrat MAEC, en tout cas pour des raisons de territoire, de localisation, etc. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un PAEC, donc le territoire, qu'est-ce que c'est qu'une MAEC? Donc comme on le disait, c'est une mesure agro-environnementale et climatique, donc qui est une aide de la PAC. Pour celles et ceux qui connaissent la PAC avec les différents piliers, c'est une aide qui est issue du second pilier. C'est là aussi où on où on retrouve l'aide à la conversion en agriculture biologique et où auparavant il y avait aussi l'aide au maintien. Donc voilà, ces contrats-là, mesures agro-environnementales et climatiques, elles font partie du pilier dit pilier vert pour essayer de améliorer les pratiques existantes. Alors jusqu'ici, ce sont justement comme les contrats d'aide à la conversion en bio, c'était des contrats de 5 ans. Alors je dis habituellement parce que cette année, on va avoir un petit changement qui est que ça va être des contrats de 3 ans et non pas de 5 ans. Alors il y a une explication toute simple à ça, c'est que on est en train de s'approcher de la fin de la PAC actuelle pour arriver sur une nouvelle PAC bientôt, en 2028, si je ne me trompe pas. Et donc, l'idée, c'est que potentiellement, cette nouvelle PAC, elle va être euh, différente. Et donc, on voulait pas, l'État ne voulait pas que certains producteurs soient bloqués dans d'anciens contrats et ne puissent pas éventuellement souscrire à des nouveaux dispositifs qui seraient amenés par la nouvelle PAC. L'idée, c'est d'essayer d'arriver à une harmonisation un petit peu de fin de contrat avant la prochaine PAC pour que tout le monde puisse bénéficier des mêmes aides en même temps. Voilà, donc d'où le fait que cette année, ce sera des contrats de 3 ans qui vous seront proposés. Et donc, dans ces contrats, donc les mesures agro-environnementales et climatiques, il y en a plusieurs types, mais globalement, c'est toujours donc un cahier des charges spécifique qu'il faut respecter, qui vise à améliorer, enfin, comment dire, répondre à un enjeu environnemental identifié. Et pour le respect de ce cahier des charges, on est rémunéré. Et donc, pourquoi les bios s'y intéressent? Eh ben, c'est vrai que jusqu'ici, encore une fois, on ne s'intéressait pas vraiment aux mesures agro-environnementales et climatiques. Euh, J'allais dire jusqu'ici, enfin, depuis la PAC précédente, puisqu'on avait toujours les aides au maintien en agriculture bio. Et donc, de manière très classique, généralement, un producteur passait de l'aide à la conversion à l'aide au maintien, et voilà. Aujourd'hui, les aides au maintien ont disparu et donc les MAEC, eh ben, c'est devenu un dispositif qui permet de sécuriser aussi les systèmes bio face à la crise et la baisse d'aide avec la disparition de l'aide au maintien. C'est également une des manières de valoriser les services environnementaux qui sont mis en œuvre déjà par les pratiques bio sur vos exploitations. Euh, du coup, les MAEC, il y en a plusieurs types. Ce schéma, il est
assez dense, mais vous inquiétez pas, on va le détailler tous ensemble. Simplement pour vous dire déjà qu'il y a deux grandes familles. Il y a les MAEC surfaciques qui sont gérés par la DRAF et les MAEC non surfaciques qui sont gérés par la région. Nous, on va s'intéresser principalement aux MAEC surfaciques aujourd'hui, mais je fais une petite parenthèse d'abord sur les MAEC non surfaciques. Ça, ce sont des MAEC qui sont déjà disponibles sur l'ensemble des Hauts-de-France. Donc, elles n'avaient pas de critères de territoire. Il ne fallait pas être situé à un endroit précis. Elles sont accessibles partout dans les Hauts-de-France. Par contre, elles sont très précises en termes de- d'exploitation. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'il y a une MAEC spécifique pour l'apiculture, une MAEC spécifique pour la protection des races menacées. Donc, tout le monde ne rentre pas dans ces modèles-là. Et il y avait une MAEC, enfin, il y a une MAEC transition des pratiques dans lesquelles les bios peuvent arriver à éventuellement se rendre éligibles sur la baisse du bilan carbone, par exemple, ou l'autonomie protéique. La baisse des IFT, c'est pas possible puisque du coup, vous êtes déjà sans IFT, donc vous n'arrivez pas à justifier d'une baisse. Mais globalement, on a pu voir que c'était des contrats qui sont quand même moins intéressants, même au niveau de la rémunération, que ce que peuvent proposer les MAEC surfaciques sur les territoires où elles étaient disponibles. Et donc aujourd'hui sur tous les territoires pour les bio. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Donc nous là aujourd'hui on se concentre sur la catégorie du haut, les MAEC surfaciques. Et donc il y a aussi deux catégories d'MAEC au sein de cette famille-là. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On va retrouver les MAEC localisés. Donc ces MAEC-là, ça se concentre sur un élément de votre exploitation. Par exemple, justement, MAEC entretien des IAE. IAE, c'est infrastructure agroécologique. Donc là, on va retrouver les haies, les ligneux et j'ai perdu le troisième, les mares. Et donc, eh ben, en fait, cette MAEC, elle ne regarde pas l'ensemble de votre exploitation, elle va regarder justement les mares que vous mettez en place ou les haies que vous plantez, etc. Donc, on est vraiment sur du localisé, sur un élément. Donc ça, c'est une des catégories. Et l'autre catégorie, c'est les MAEC système. Donc, qui, là, regarde en fait vraiment votre système d'exploitation en entier. Et globalement, nous, on constate par rapport aux pratiques bio que les MAEC système sont finalement celles qui sont les plus intéressantes en général, puisque du coup, donc elles regardent toute votre exploitation et donc elles vont généralement rémunérer euh, au minimum 90% de votre exploitation. Donc, à la place d'être rémunéré pour la mare ou les haies que vous mettez, ben, en fait, ils vous rémunèrent sur l'ensemble de l'exploitation. Donc, financièrement, ça peut être plus intéressant. Et puis, en fait, c'est aussi celles qui sont généralement, pardon, je perds mes mots, mais c'est là où en fait vos pratiques bio répondent déjà en général aux cahiers des charges qui sont proposés et donc qui vont être plus facilement accessibles, on va dire, à vos exploitations en bio. Voilà, du coup, nous, c'est ces MAEC-là sur lesquels on se concentre, puisque c'est celles qui permettent de valoriser au mieux vos pratiques et d'avoir une rémunération associée. Euh, je fais une pause bientôt, simplement donc pour un petit focus sur les MAEC surfaciques. Donc, comme je disais, cette année, ça va être un engagement de 3 ans. Euh, Donc, pour souscrire à une MAEC, enfin, pour une MAEC système, il faut avoir au moins une parcelle sur le territoire qui a ouvert des MAEC, donc sur le fameux PAEC. Et donc, c'est ça qui posait problème en 2025 quand on était en zone blanche et qu'on n'avait pas
au moins une parcelle sur un PAEC, ben, on ne pouvait pas souscrire à ces MAEC système. Et pour les MAEC localisés, il faut avoir l'élément qu'on veut engager qui soit situé sur un PAEC. Du coup, si jamais on voulait engager une mare, il faut que cette mare soit sur le territoire. Pour les MAEC système, comme on le disait, il faut engager au minimum 90% des surfaces éligibles de l'exploitation. Euh, voilà, donc ça, c'est un critère d'entrée dans les mesures. Pour toute mesure système, engager au minimum 90% des surfaces éligibles. Il y a une autre obligation qui est pour toutes les MAEC, qui est de réaliser un diagnostic agroécologique, quelle que soit donc la mesure, et il faut le transmettre au plus tard à la DDT au 15 septembre de l'année d'engagement. Ça, on va le détailler. Là-dessus, vous êtes accompagné justement par les opérateurs et les animateurs des PAEC. Donc, pas de stress là-dessus, on va dire. Il faut juste le faire. Et ça permet, ce diagnostic, qui permet aussi de vérifier que votre système correspond bien à la MAEC que vous voulez, à laquelle vous voulez souscrire. Et là, il y a un petit changement cette année. Il y avait une obligation de formation individuelle ou collective lors des 2 premières années d'engagement. Et à partir de cette année, ça devient optionnel. Alors, c'est à confirmer, si je ne dis pas de bêtises, Anna. Simplement, en fait, donc comme on le disait, il y a des petits changements cette année dû au fait qu'on se rapproche de la nouvelle PAC. Donc c'est ça qui a fait que les contrats ils sont de 3 ans. Et il y a cette question de la formation qui s'est posée aussi. Anna, je ne sais pas si tu veux compléter. J'ai pas plus d'éléments aujourd'hui. A priori, ce serait optionnel à partir de 2026. On attend les cahiers des charges a priori entre mi-mars et fin mars. Donc on verra si il y a d'autres évolutions à ce moment-là. Ok, super. Voilà, mais du coup, là-dessus, on vous tiendra au courant. Et en tout cas, si jamais il y a une obligation de formation, euh, il y a Bio Hauts-de-France et les chambres d'agriculture et l'ensemble des opérateurs euh, qui, qui proposent des formations qui sont certifiantes pour les MAEC. Donc là aussi, pas de panique, il y a des options pour les faire. Voilà, et alors du coup, simplement pour déjà annoncer la question des limites des MAEC, les MAEC systèmes que j'ai évoqués jusqu'ici et qui sont les plus rémunératrices puisqu'elles prennent en compte l'ensemble de l'exploitation, euh, elles sont uniquement disponibles pour les exploitations qui sont en grande culture et en élevage. À ce jour, il n'y a pas de MAEC qui sont adaptés pour le maraîchage ou les volailles. Voilà, c'est juste dans la liste des MAEC qui sont donc définis à l'échelle nationale. Euh, il y avait pas de, enfin, il y a pas de MAEC très intéressante pour ces systèmes-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité principalement les systèmes en grande culture et en élevage. Un autre petit point d'attention, parfois, on a des soucis d'éligibilité pour les systèmes qui sont en polyculture élevage parce que les cahiers des charges n'ont pas bien prévu ce modèle-là. En fait, c'est plutôt prévu pour soit grande culture, soit élevage. Donc ça, on le regrette. Mais du coup, c'est des choses qui sont définies et sur lesquelles on n'avait pas la main. Alors, pourquoi est-ce que... enfin, on va le détailler aussi dans le cahier des charges tout à l'heure, mais un des exemples, c'est que... un des éléments qui peut être bloquant, c'est que dans la MAEC, par exemple, qui est plutôt dédiée grande culture, eh ben, un des critères, c'est d'avoir maximum 10 UGB. Et du coup, ben, si on est en polyculture élevage, ça peut poser problème. Euh, voilà. Ensuite,
il y a un point d'attention qui est évidemment, c'est pas forcément une limite, mais les MAEC, quand on souscrit à un contrat MAEC, c'est pas cumulable avec les aides à la conversion ou alors avec les PSE. Donc ça, il faut bien, enfin, si jamais vous étiez encore en période de conversion, etc., il faut bien l'avoir en tête. On ne cumule pas un contrat MAEC avec un contrat CAB, qu'on appelle aide à la conversion en agriculture biologique. Euh, et il y a aussi le fait qu'il y a des plafonds qui sont mis en place sur la majorité des zones, puisqu'on a des enveloppes qui sont quand même limitées. Et donc l'idée, c'était de pouvoir financer un maximum de fermes et de répartir en fait les financements. Donc tout est plafonné, sauf les PAEC qui sont financés par l'AESN qui prévoit un déplafonnement, mais spécifique pour les bio. Donc, si jamais vous êtes en bio et que vous avez une parcelle sur un PAEC qui est financé par l'AESN, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était les zones en violet. Il vaut mieux quand même aller du côté de l'AESN que sur un autre PAEC pour avoir accès à ce déplafonnement. Et donc, une des grandes limites, donc on disait jusqu'ici pour les MAEC, c'était qu'elles n'étaient pas disponibles sur tout le territoire. On l'a vu, il y avait des zones blanches. Aujourd'hui, eh ben, avec ce nouveau PAEC, maintien des surfaces en agriculture biologique, on vient couvrir donc toutes les zones complémentaires. Donc là, ici, c'est toutes les zones en vert qui seront portées par le PAEC, ce nouveau PAEC. Sachant que du coup, toutes les zones que vous voyez en blanc, il y a un autre PAEC dessus. Donc, à un moment donné, de votre côté, il va falloir regarder sur quel territoire vous vous situez. Et ça permettra du coup de soit que vous sollicitiez les autres opérateurs des autres PAEC, donc sur les zones là en blanc, soit vous êtes sur une zone en vert et donc vous pouvez être accompagné par Bio Hauts-de-France et la Chambre d'agriculture pour monter un dossier. Il va y avoir une carte interactive qui va être mise en place où vous allez pouvoir taper le nom de la commune, de votre commune sur laquelle vous avez vos parcelles et de regarder en fait sur quel PAEC vous atterrissez et de contacter du coup les bonnes personnes. Mais pareil, n'hésitez pas, en fait, on peut aussi... Enfin, l'important, c'est que vous trouviez au moins un interlocuteur et qu'on puisse analyser ensemble votre dossier. Et puis, si jamais on se rend compte que vous êtes plus sur le PAEC d'à côté, eh ben, on vous refléchera et on vous donnera le bon contact. Voilà. Euh, Du coup, ce nouveau PAEC, comme on disait, c'est donc une opportunité qui a été permise par la DRAF et les agences de l'eau pour donc utiliser le reliquat des aides à la conversion et donc qui permet de venir soutenir les exploitations bio hors zone depuis 2023. Donc ça a bien un double objectif de maintenir les surfaces en bio sur ces territoires-là et aussi de réduire les disparités de soutien entre les bios selon les territoires. Puisque parfois, il suffisait d'être à 1 kilomètre près et puis le voisin, il pouvait souscrire à une MAEC et pas nous. Donc, le portage de ce PAEC, l'opérateur, c'est Bio en Hauts-de-France, et il y a bien une co-animation de la Chambre d'agriculture Hauts-de-France et de Bio en Hauts-de-France pour vous accompagner dans le montage des dossiers, etc. Et donc, les exploitations éligibles à ce dispositif, déjà, c'est des exploitations où il faut avoir au minimum 90% de la SAU en bio. Pourquoi ça? Eh bien, encore une fois, c'est parce que euh, cet argent, il est issu des reliquats de l'aide à la conversion. Et donc, l'idée, c'est qu'il puisse financer des surfaces en bio. Donc, euh, comme les MAEC système, elles demandent à ce qu'il y ait 90% des surfaces éligibles qui soient engagées, et ben, il faut que ces 90%-là, ce soient des surfaces en bio. Donc, en fait, finalement, c'est quasiment
que pour des 100% bio, avec une petite marge de souplesse pour des mixtes qui auraient encore 10% de leur SAU en conventionnel. Voilà. Ensuite, il ne faut pas avoir déjà souscrit à une MAEC système. Ça, c'est si jamais vous êtes déjà dans un contrat MAEC, et ben, vous avez votre contrat, on ne peut pas cumuler les contrats. Et par contre, si vous avez déjà une MAEC localisée, là, il va falloir étudier le cumul possible. Voilà. Il y a sur certaines mesures, c'est possible, d'autres non. Donc, il va falloir aller creuser un petit peu votre dossier. Euh, Ensuite, il faut, donc comme on disait, les MAEC ne sont pas cumulables avec les aides à la conversion. Donc, dans l'idéal, enfin, vos exploitations n'ont plus d'aide à la conversion. Et donc, vous pouvez souscrire à une MAEC. Euh, il y a une petite souplesse. Si jamais votre aide à la conversion, elle couvre moins de 10% de la surface, de votre surface au total, vous avez la possibilité de basculer d'un contrat CAB à un contrat MAEC. Mais donc, on parle bien de basculement, c'est-à-dire que, il n'y aura pas de cumul des deux financements. Vous devez résilier votre contrat d'aide à la conversion et souscrire au contrat MAEC. Et donc, on le verra, il y aura aussi une petite pénalité à prendre en compte, mais parfois, ça peut être très intéressant. Si jamais vous aviez encore juste une petite parcelle avec un contrat d'aide à la conversion, on va dire il y aura 1 hectare alors que vous avez une exploitation de 80 hectares. Bon, bah, c'est quand même peut-être plus intéressant que vous soyez dans un contrat MAEC qui vient financer vos 80 hectares plutôt que dans un contrat d'aide à la conversion sur un seul hectare. Et du coup, le dernier critère, c'est qu'il faut bien avoir une de vos parcelles sur le PAEC. Donc, comme on disait, si vous avez une parcelle sur le PAEC bio, et ben, du coup, vous pourrez être accompagné par Bio Hauts-de-France ou la Chambre. Si jamais vous avez aucune parcelle et que vous êtes donc du coup sur un autre territoire, et ben, ce sera l'autre territoire qui vous accompagnera. Et enfin, pour préciser qu'il y a bien une application des plafonds qui vont être aussi mis en place dans ce territoire-là. Donc, on n'est pas dans le cas des PAEC financés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie où on a pu déplafonner pour les bio. Là, l'idée, c'est qu'on est encore dans une enveloppe contrainte. Et donc, pour essayer d'accompagner un maximum de dossiers, on met en place des plafonds qui vont vous être présentés juste après. Voilà, du coup, avant de passer à la suite, je propose de faire une toute petite pause là. La suite, ça va être de détailler les MAEC qui sont disponibles dans ce nouveau territoire. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Oui, bonjour. Moi, j'en ai une, Romain Courtin. Oui, Vous m'entendez? oui, très bien. Oui, Bonjour. bonjour. Non, je veux savoir parce que moi, je peux prétendre au MAEC classique, celle d'avant. Donc, je suis obligé de prendre celle-là ou je peux prendre quand même la MAEC bio? Ou la MAEC bio, elle est seulement pour les gens en zone blanche. Alors, du coup, euh, alors, pardon, comment dire ça? Sur le territoire, attendez, je vais remettre la carte. Voilà. Si jamais vous êtes avec votre exploitation, elle est à moitié sur une zone de ce nouveau PAEC et à moitié sur une zone blanche, vous avez le choix. Vous avez le choix de là où vous voulez souscrire. Donc, soit chez nous, soit dans l'opérateur d'à côté. Par contre, effectivement, si jamais vous êtes entièrement sur une zone blanche, enfin, du coup, qu'on dit zone blanche là sur cette carte, mais où il y a bien un opérateur, donc un autre PAEC, ce sera l'autre opérateur qui vous accompagnera. Mais je précise tout de suite, parce qu'on n'a pas encore vu ça, que les MAEC qui sont ouvertes chez nous, là, dans les zones en vert, ce sont des MAEC qu'on retrouve très souvent dans les autres territoires.
La plupart des territoires ont ouvert ces deux MAEC qui vont vous être présentés. Et donc, en fait, finalement, ça change pas grand-chose pour vous en termes de financement, que vous soyez soit accompagné par notre PAEC, soit le PAEC d'à côté, tant que la MAEC, elle est bien disponible. Et la seule chose où là, du coup, je mettrai un point de vigilance, c'est si jamais vous êtes à cheval entre deux PAEC, un qui est financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le nôtre, par exemple, bah là, du coup, on vous encouragera quand même à aller vers le PAEC financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour avoir un déplafonnement. Est-ce que c'est à peu près clair? Oui, donc oui, oui. Donc moi, je fais pas partie de Seine-Normandie, donc moi, en gros, j'ai le choix, quoi. Voilà, si jamais vous êtes à cheval, ouais, vous avez le choix. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Éventuellement, Luciel, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok, super, merci. Bon, de toute façon, je sais qu'on pourra y revenir. Du coup, si pour l'instant, il n'y a pas d'autres interventions. Ah oui, il y a une main levée. Oui, bonjour Mathieu Glorian. Moi, je suis dans une zone où je pense que je suis pas une zone de parc et sur la carte, apparemment, le village où je cultive, c'est pas la zone pour la Chambre et le Bureau de France. Du coup, ça serait qui les interlocuteurs qui nous accompagneraient? Alors, du coup, il faudra. Alors, soit à la fin de la réunion, si jamais vous voulez nous envoyer un petit mail avec les communes sur lesquelles vous avez vos parcelles, on pourra regarder. Et sinon, en fait, quand ça passe pas par nous, ce sera à travers cette carte interactive qui doit encore être mise en place, où en fait, du coup, vous mettez le nom des parcelles et puis il y a le PAEC en question et le nom de l'interlocuteur avec son contact qui s'affiche. Mais du coup, n'hésitez pas, on pourra regarder ensemble sur quel territoire du coup vous seriez et qui est l'interlocuteur dans cette zone-là. Euh, voilà. Alors du coup, si jamais il n'y a pas d'autres prises de parole, je propose de laisser la main à Hugo. Euh, Est-ce que ça te va, Hugo, de Ouais, reprendre à ouais, partir pas de de là? souci. Est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend bien. Ok, Oui, super. très bien. Donc, je vais peut-être me dire deux mots quand même pour me présenter. Donc, Hugo Smelten, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture de la Somme. Je supervise donc les MAE pour le département de la Somme plutôt, mais là, on va parler en fait de mesures qui sont applicables dans les autres départements. Donc, ça va pas changer grand-chose. Alors, comme l'a dit Camille, il y a tout un tas de MAE en fait qui ont été créés ou remaniés depuis 2023 sur un catalogue national. Et donc, les deux qui seraient financés dans ce nouveau territoire, ce serait une plutôt à destination des éleveurs et une plutôt orientée grande culture. Avec chacune leur particularité, avec un cahier des charges, puisqu'on n'est plus sur une simple aide au maintien comme il pouvait exister avant. Donc, concernant celle élevage, elle a été appelée autonomie fourragère, puisqu'elle comporte en fait plusieurs critères sur notamment les surfaces en herbe, le taux de maïs en silage qui ne doit pas dépasser un certain seuil, un chargement en UGB qui ne doit pas dépasser aussi un certain seuil en fonction des surfaces fourragères, et les achats de concentrés à l'extérieur qui ne doivent pas non plus dépasser un certain seuil. Donc on est vraiment sur une mesure qui va viser l'autonomie de l'exploitation avec un côté voilà, production interne et puis surface en herbe. Alors c'est vrai que souvent en bio, ça colle souvent avec ces critères-là déjà.
Des fois, il y a besoin de certains ajustements. Ce qui pourrait être éventuellement un peu bloquant, souvent, c'est des fois le taux de surface en herbe total, où des fois on est un peu en dessous. Mais voilà, c'est des choses qui des fois peuvent être revues, puisque s'il manque, par exemple, 5 hectares 5 hectares de surface en herbe totale, euh, ça peut valoir le coup de, pardon, ça peut valoir le coup de remettre par exemple 5 hectares de prairies temporaires pour les 5 ans de la MAE, enfin plutôt les 3 ans maintenant, pour pouvoir coller avec ce critère-là. Donc voilà, c'est ce genre de petites adaptations qu'on voit quand on monte le dossier. Donc là, cette MAE-là, on prendrait à la fois les terres arables, donc les terres cultivées et les prairies. Donc on prend en compte le total de l'exploitation. La rémunération est de 233 € par hectare par an. Et donc, le plafond équivalent à 80 hectares, ça donnerait un total d'un peu plus de 18 600 par an. Donc voilà, ça c'est la première, plutôt orientée élevage. La seconde, on est aussi sur une logique de cahier des charges, mais qui là est un peu moins, où il y a un peu moins de critères, puisque dans celle-là, on prend en compte que les terres cultivées. Et éventuellement les prairies temporaires, mais pas les prairies permanentes, hein. On est vraiment sur une orientée à la base plutôt grande culture. Et donc là, de toute façon, on ne prendra en compte que les terres cultivées. Donc voilà, s'il y a des surfaces en prairie, elles ne seront pas prises en compte dans le cahier des charges et la rémunération. Le point de vigilance, comme l'a dit Camille, c'est que cette mesure-là, comme elle a été à la base orientée vraiment grande culture, il faut faire attention à ne pas avoir plus de 10 UGB sur l'exploitation. En tout cas, au niveau de la PAC, c'est contrôlé avec l'identification et ils prennent généralement l'année précédente pour vérifier ça. Donc voilà, ça, c'est des choses qui ont pu être bloquantes pour certains bios les années d'avant. Donc là, on est sur une rémunération qui serait de 201 € par hectare et par an pour un plafond toujours de 80 hectares, donc autour de 16 000 € par an. Donc voilà, c'est deux mesures assez différentes quand même. Sachant que dans les deux mesures, il y avait à la base, comme ce n'était pas des mesures créées spécialement pour les bio, il y avait une obligation de respect de plafond d'IFT, en fait, de plafond de traitement, mais qui du coup ne vont pas concerner les bio, puisque même s'il y a des biocontrôles, ils ne sont pas pris en compte dans les calculs des IFT. Et donc, que ce soit la partie élevage ou la partie grande culture, les IFT à respecter, en fait, sont déjà acquis forcément pour les bio. Donc ça, c'est par exemple un des critères qui finalement est déjà coché, quoi. Voilà, ça c'est un peu les deux grosses différences. Donc là, vous voyez, c'est tous les critères qui sont regardés quand on fait le fameux diagnostic pendant le rendez-vous et qu'on regarde un peu si on coche toutes les cases. Donc vous avez notamment ce que je disais au début, donc qu'il faut avoir, là, comme c'est à viser plutôt des éleveurs, il faut avoir un chargement moyen supérieur à 0 UGB hectare, forcément. Un taux de chargement maximal moyen sur l'année qui ne doit pas dépasser 2 UGB par hectare de surface fourragère, où là on compte la surface fourragère des prairies permanentes, temporaires, tout ce qui va être déclaré à la PAC en fait en tant que surface fourragère, c'est-à-dire tout ce qui va être luzerne, récolte sur pied, récolte en verre, enfin voilà, tout ce qui va être surface fourragère déclarée à la PAC. La surface en herbe qui doit être de minimale de 20%, donc c'est là où des fois on n'atteint pas tout à fait les 20% et où il faut des fois remettre un peu, par exemple, de prairies temporaires pour essayer de caler avec ce critère. La part maximale de maïs en silage, ou ça généralement chez les bio, bon, ça pose pas trop de soucis de ce que j'ai vu. Une part minimale de 1% de prairies permanentes, ça généralement on les a toujours. Un maximum d'achats de concentrés par an, qui va être par exemple pour les bovins de 800 kg par UGB maximum. Ça, pareil, au niveau des bio, j'ai l'impression que ça ne posait pas trop de soucis jusqu'à présent. Ne pas utiliser de produits phyto, ça c'était déjà acquis. Voilà, respecter un équilibre de fertilisation azotée.
Ça, on peut généralement l'avoir déjà via les respects de la directive nitrate, puisque normalement le bilan prévisionnel azoté et tout ce qui va être derrière plan de fumure sont normalement obligatoires dans le cadre de la directive nitrate. Respecter les apports de fertilisants sur les prairies qui ne dépassent pas 50 kg d'azote minéral ah non, là, donc c'est minéraux, donc là pareil en bio. Non, généralement ça pose pas de souci vu qu'on est en organique. Le bilan IFT, donc qui est quand même à faire, même si finalement il est à 0 et à transmettre à la DDTM de votre département avant le 31 octobre de chaque année. Où ça, généralement, pareil, l'animateur ou l'opérateur peut proposer de l'accompagner. Se faire accompagner par un technicien, là c'est pareil, c'est un critère un peu qui était déjà comme ça dans les cahiers des charges, mais finalement là, l'apport du technicien n'est pas forcément valorisant puisqu'on est déjà sur des traitements de synthèse à 0. Voilà. Donc les 2 dernières lignes, ça concernait voilà, ne pas dépasser ces fameux traitements, mais ici on ne va pas être concerné dans le cadre des bio. Et ensuite, je ne sais plus s'il y avait quelque chose s'il y avait d'autres critères sur celle-là. Non, ouais, sur celle-là, c'est Voilà. tout. Simplement Ouais. peut-être préciser que du coup, là, l'élément en jaune, c'est parce que du coup, comme le précisait Anna, on n'a pas encore les nouveaux cahiers des charges pour cette année. Et donc, jusqu'ici, c'était des contrats de 5 ans, donc c'est pour ça qu'il y avait marqué 3 années sur 5. Là, on passe sur des contrats de 3 ans, donc on ne sait pas comment va évoluer cette ligne. Voilà. Euh, Et donc voilà, en fait, les critères qu'il faut surtout regarder avant de s'engager, c'est au niveau des chargements en UGB, est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas loin? Au niveau des surfaces en herbe, est-ce qu'on est bon ou est-ce que ça peut être évolué? Au niveau du maïs en silage, est-ce qu'on est bon? Au niveau des achats de concentrés, bon, généralement, c'est des choses où on est déjà bon ou pas loin. Mais voilà, c'est surtout ces critères-là qui peuvent être bloquants en entrée et auxquels il faut faire attention, puisque après, s'ils ne sont pas respectés, c'est des choses qui sont vérifiées en fonction aussi des parcelles PAC. C'est quelque chose qui est facilement vérifiable. Et si par exemple, on est à 25%, pardon, plutôt à 15% à la place de 20 en surface en herbe, bon bah, ça ne fait pas sauter tout le dossier au niveau de l'instruction, mais ça peut faire une décote, quoi, tant qu'on n'a pas réglé ce critère-là. Et donc, Hugo, ouais, je me permets de préciser aussi un autre élément qui me vient en tête par rapport à la question qui a été posée précédemment. ouais, Au niveau j'ai dit les mesures, en fait, elles sont à peu près pareilles en termes de cahier des charges, en fait, sur les différents PAEC. ouais, Il y a juste certains critères sur lesquels l'opérateur, il a la main. c'est ça, ouais. Là, ouais, par exemple, sur... Alors ouais. notamment, oui, le chargement. Alors ça, moi, en tout cas pour la somme, généralement, on est à 2,1 à la place de 2. Bon, ça change pas forcément grand-chose. Après, en fonction, parce que là, on est sur la mesure HBV3, donc en fait, c'est le niveau maximal. Euh, mais il y a d'autres opérateurs qui ont pu ouvrir les niveaux 1 et 2. Et dans ce cas-là, on va être sur des critères un peu moins élevés au niveau des surfaces en herbe, du maïs en silage et de la surface minimale en prairie temporaire, par exemple. Mais ça va être comme c'est des niveaux inférieurs, ils seront également moins payés. C'est-à-dire qu'à la place d'être à 233, je crois qu'on est à le premier niveau, on doit être à 120 et quelques, et le deuxième à 170. C'est vrai que du coup, nous, on a fait le choix d'ouvrir en fait automatiquement le niveau le plus élevé, puisqu'on avait aussi constaté dans les programmations précédentes, enfin dans les années précédentes plutôt, que les bios souscrivaient en majorité à ce niveau-là. Euh, du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est de baisser au maximum justement les indicateurs pour éviter que pour certains d'entre vous, ce soit bloquant. Donc, il me semble que là, la part minimale de surface en prairie permanente, elle est au minimum de ce qu'on Ouais. pouvait mettre. Et je crois que pareil, pour la surface en herbe, on ne pouvait pas descendre plus bas.
Le maïs en silage, par contre, on est resté enfin, on sait que c'est pas trop un problème en bio, donc Ouais. voilà. Simplement pour dire que effectivement, c'est peut-être quand vous avez le choix entre deux PAEC, de regarder quand même ces Mm. critères-là qui peuvent être différents en fonction des territoires, pour savoir lequel vous arrange le plus, quoi. Voilà. Euh, Est-ce que On Hugo, peut tu veux pas. qu'on fasse un temps de questions là ou alors est-ce qu'on passe au prochain? On peut éventuellement, pour pas que ce soit trop lourd, s'il y en a certains qui sont éleveurs et qui partiraient plutôt dans cette mesure-là, on peut déjà faire un point sur celle-ci, s'il y a des questions. N'hésitez pas à activer vos micros. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. Moi, j'ai juste une question sur les 20% en herbe. Donc, dans les 20%, vous comprenez quoi? Les prairies permanentes, les prairies temporaires? Ouais, alors ça, c'est vraiment ce qui va être surface en herbe et c'est différent de la surface fourragère. C'est-à-dire que la surface en herbe, ça va vraiment être prairie permanente et temporaire. Alors que ce qui va être surface fourragère, c'est vraiment le total des prairies permanentes et temporaires, plus tout ce qui sera déclaré fourrager à la PAC. D'accord. Donc, C'est-à-dire par exemple, la luzerne, ça peut être le maïs avec la précision maïs en silage, les betteraves fourragères, les métailles, les mélanges graminées légumineuses. Enfin, voilà, maintenant, il y a une précision à mettre au niveau de la PAC dans chaque culture. Donc, ce sera ça, la surface fourragère. une luzerne, elle n'est pas considérée en surface en herbe. Non. Non. OK. Non, non. En tout cas, Ensuite, pas une luzerne pure. Mais si vous avez par exemple un mélange, il y a certains mélanges qui sont amenés à rester des fois plusieurs années et qui peuvent être considérés prairies temporaires. Ça dépend de comment on le déclare à la PAC. Mais en tout cas, ce sera de base une luzerne seule, ce ne sera pas considéré surface en herbe. d'accord. Et pour les 15% de surface en maïs, Ouais. si on dépasse les 15%, par exemple, en mettant quelques hectares, déclarant quelques hectares en maïs grain, ça pourrait passer? Oui, en fait, là, le calcul qu'ils font, en fait, c'est là où il faut faire gaffe dans les calculs, c'est que le maïs en silage, là, par exemple, c'est toujours rapporté par rapport à la surface fourragère. C'est-à-dire que c'est pas par rapport à la surface totale. Donc, il faut déjà regarder l'année, par exemple, la 2026, combien vous avez de surface fourragère, et dans cette surface fourragère totale, voir combien vous avez de maïs. Et là, Moi, j'ai ils fait. prennent bien que le maïs avec la précision récolte en silage. C'est-à-dire que tout ce qui sera mis à la PAC en récolte en grain ne sera pas compté là-dedans. OK. Mais ça diminue notre surface fourragère, du coup, et Et du coup, voilà, ça peut diminuer la surface fourragère totale et avoir un impact derrière sur le nombre du GB. Voilà, ouais, c'est plusieurs critères qu'il faut regarder en même temps et essayer de se dire, pour les 3 ans à venir, est-ce qu'il y a un des critères qui va bouger beaucoup ou pas? d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Voilà, c'est une mécanique un peu plus compliquée que l'aide au maintien, effectivement. Le souci, c'est que pour 2026, notre assolement, là, il est fait. Ouais. On s'est plus beaucoup changé, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a, on va dire que sur ces critères-là, c'est pas on peut faire un dossier et le déposer, même si on n'est pas exactement bon sur tous les critères. Mais je regardais là, par exemple, quand au niveau de l'instruction après sur Télépac, eux, ils vont voir forcément, ça va leur calculer automatiquement les surfaces Ouais. et ça peut faire sauter une partie de l'aide de l'année. Alors, c'est tout un calcul au niveau des DDT quand ils instruisent les dossiers. Là, je vois que dans les cahiers des charges, ils mettaient par exemple anomalie réversible, c'est-à-dire que ça compte que l'année en cours. Ça peut être corrigé les années d'après, par tranche de 15%. Alors, j'imagine que c'est quand on dépasse l'écart à l'objectif de 15% où ça commence à faire une décote, par exemple. Mais D'accord. voilà, ça, on va dire qu'il faut mieux viser ce qui est dans le cahier des charges de base pour voilà, essayer de pas avoir de décote sur les différents critères parce que si on n'est pas bon de 15% sur un critère, plus 15% sur un autre,
au fur et à mesure, ça peut enlever une partie de l'aide, quoi. Ok. Par contre, du coup, je précise aussi que ça, c'est peut-être un élément que j'aurais dû dire en introduction. Ce dispositif-là, on a là la garantie qu'il est ouvert cette année. Pour les années suivantes, on ne sait pas du tout. Donc, enfin, voire sûrement pas, on va dire plutôt. Donc, en fait, si jamais vous avez la possibilité de déposer un dossier cette année, même si jamais, du coup, peut-être la première année, vous aurez si vous rentrez pas tout à fait dans les critères et que vous avez un peu de décote, au moins les 2 prochaines années, vous aurez le temps de, du coup, préparer votre assolement en lien avec le cahier des charges et du coup d'avoir le financement complet. Je vous encouragerais peut-être plutôt à déposer, enfin Hugo, tu me dis ce que tu en penses parce qu'on n'en a pas discuté, mais peut-être de déposer quand même un dossier cette année, quitte à avoir une rémunération un petit peu plus faible, parce que l'année d'après, vous ne pourrez pas. Euh, Ouais, ouais. on va dire que oui, ça peut être un petit risque, mais quelque part, si à côté on n'a plus du tout, si on est sorti de la conversion, si on est sur l'exploitation où il n'y a plus du tout d'aide à la conversion parce qu'on est arrivé au bout et que du coup il n'y a plus que les MAE ou rien, bon bah quelque part le calcul est assez vite fait, même si on n'a pas la totalité de l'aide la première année. Et il y avait une question là dans le chat. Là, donc ouais, là, ça, la transparence GAEC, je viens de vérifier, c'est écrit dans les cahiers des charges que la transparence de GAEC s'applique. Alors par contre là, s'applique-t-elle au plafond d'aide? Par rapport au plafond, par contre, bonne question. Ça, Oui, oui. Si je peux Oui. reprendre pour les plafonds, en fait, en tout cas pour les mesures HPV, par exemple, le plafond il est fixé à 80 hectares. Donc, on doit demander à engager au moins 90% des surfaces éligibles de l'exploitation, mais au cours de l'instruction, il n'y a que 80 hectares qui vont être considérés juridiquement comme engagés. Et ces 80 hectares-là, si c'est dans une exploitation qui a un GAEC avec 2 associés, le plafond il passe à 160 hectares. Voilà. D'accord. Et donc, Anna, avec une rémunération correspondante sur les 160 hectares. On est C'est d'accord? ça. Ok. Donc en fait, on double les surfaces qu'il est possible d'engager, enfin qui vont être rémunérées, et donc on double le plafond, quoi. Ok. Bah, merci. Ok, bah, je pense on peut passer à Ouais, ok. la seconde mesure qui du coup est un peu plus simple. Il y a un petit peu moins de critères, puisque celle-là va concerner, comme on disait, vraiment les parcelles cultivées et éventuellement les prairies temporaires s'il y en a, mais pas du tout les permanentes. Et là, en fait, les principaux critères euh, qui sont à surveiller au niveau des bio, vu qu'il n'y a pas du tout d'IFT à respecter finalement, si on est déjà à zéro. Il y avait un critère qui était de 40% des terres arables en culture bas niveau d'impact ou légumineuses, sachant que les cultures bio sont considérées cultures à bas niveau d'impact. Donc en fait, on est déjà à 100%, à part s'il y a une partie en conversion. Donc ça, généralement, c'est un critère qui est déjà acquis. Un critère, par contre, où il faut faire attention quand même, c'est la ligne du dessous, qui est sur l'interdiction de retour d'une même culture 2 années de suite, sur au moins 90%, hors légumineuses pluriannuelles et prairies temporaires. Donc ça, je sais que ça a pu poser certains problèmes à certains bio qui avaient l'habitude de faire, par exemple, blé, prairies temporaires. J'ai eu des cas comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est un critère qui va pas annuler le dossier, mais qui peut faire une décote aussi en fonction des surfaces qui seraient en- avec 2 cultures identiques 2 années de suite. Un autre critère à surveiller, c'est que à partir de la deuxième année, il faut avoir 1% des terres arables en jachère mellifère. Donc ça, c'est simplement voilà, semer une jachère mellifère qui va rester le temps de l'engagement MAE sur l'équivalent de 1%. Donc voilà, généralement, on va être autour d'un hectare, hein, parce que pour 100 hectares si on a 100 hectares de terre arable, des fois ça fait moins que ça. Donc
des fois, c'est l'occasion aussi de valoriser une petite parcelle qui s'y prêterait. Donc ça, voilà, c'est un truc à se rappeler pour la deuxième année. Il y avait au niveau de la quatrième année, donc qui sera peut-être sujet à modification si on passe sur 3 ans, un critère de haies sur des parcelles en terre arable, où là, c'était un calcul d'équivalence, donc 0,2% des terres arables. Il y avait un calcul, mais je crois que ça devait faire une équivalence. Je crois que par exemple, pour 100 hectares de terres arables, on était à quelque chose comme 200 mètres de haies, du coup. 0,2%, il faudra que je regarde le calcul d'équivalence, mais en tout cas, c'est des choses que la plupart ont déjà. Si vous avez des morceaux de haies déclarés à la PAC sur des parcelles cultivées, hein, je précise bien, pas sur des prairies, quelque part, ça valide déjà ce critère. Mais si on n'en a pas, bon, bah, ça va aller chercher, ça va être l'occasion de remettre 100, 200 mètres de haies pour valider ce critère qui, du coup, n'existera peut-être plus en fonction de cette histoire de 3 ans. Il y a toujours ensuite le bilan EFT à réaliser, mais qui, pareil, on peut éventuellement indiquer les biocontrôles, biostimulants s'il y en a, mais c'est pas des molécules de synthèse en bio, donc c'est pas des choses qui sont contrôlées par le cahier des charges, on va dire. L'accompagnement par un technicien qui reste toujours. Et après, bon, là, on a fait à peu près le tour. Au tout début, les 2 premières lignes, c'était enregistrement des pratiques, mais ça, j'allais dire comme beaucoup de choses, et participer aux réunions d'échange de pratiques, où là, on va être sur quelque chose en dehors de la formation dont on parlait, où là, ça va être plus la participation à pas forcément des vraies formations certifiées, mais tout ce qui serait, par exemple, journée technique, réunion technique, d'échange, notamment ce que j'imagine Bio Hauts-de-France organise aussi régulièrement sur certaines thématiques. Voilà, au moins une demi-journée par an sur la durée de l'engagement. Je pense que c'est des choses qui peuvent être assez facilement faisables également. Ça, sur la thématique bio, que ce soit au niveau des chambres ou Hauts-de-France, il doit à peu près partout, il doit y avoir des groupes, des groupes de réflexion sur certaines thématiques ou des journées techniques organisées chaque année. Donc ça, c'est pareil, généralement, pour pouvoir prouver ce critère-là, ce serait de demander à l'organisateur de vous faire une attestation comme quoi vous avez bien participé tel jour sur tel sujet à une demi-journée, je ne sais pas, sur la fertilité des sols en bio, ou alors sur l'adaptation de telle ou telle culture au changement climatique. Voilà, ça peut être ça peut être pas mal de sujets autour de l'AMAE, puisqu'en fait là, on est vraiment sur la partie grande culture. Donc en fait, ça peut aborder tout un tas de sujets finalement. Donc voilà, Super, celle-là merci Hugo. un peu moins compliquée, mais qui ne va être payée au maximum que sur 80 hectares de terre arable, quoi. Donc si on n'a pas 80 hectares de terre arable, bon, bah forcément, on ne peut pas rentrer les prairies là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, Corentin. Oui, merci pour cette présentation. J'avais 2 questions sur la partie sur l'interdiction d'une même culture sur 2 années de suite. Est-ce que les codes PAC qui sont liés au mélange sont concernés? Est-ce qu'on peut faire 2 mélanges céréales protéagineuses sur 2 années de suite? Ou est-ce que ça peut être discriminé entre les deux? Et puis ma deuxième question, c'était par rapport à la surface de jachère mellifère. Est-ce que le coefficient qui est appliqué au niveau de la PAC à la BCE, je ne sais plus combien, qui dit qu'un mètre carré est égal à 2 mètres carrés, est appliqué ici? Alors sur la deuxième question, ça c'est effectivement c'était un calcul d'équivalence en fonction des IAE de la PAC. Donc il y avait il y avait cette histoire où, alors je l'ai plus de tête, mais c'est peut-être pour ça que j'avais en tête que les 0,2% pour 100 hectares, en fait, ça faisait 100 mètres de haie. C'est parce que il y avait eu aussi ce changement que la haie valait double finalement au niveau de cet équivalent jachère. Donc effectivement, ça, c'est des choses qui avaient été calées avec la PAC de 2023, avec ces fameux coefficients. Et donc la première question, c'était sur les mélanges
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, il y a des codes packs, là, j'ai plus sous la main, là, mais Ouais. codes packs qui sont liés. Ouais, tout ce qui est MLC, MLG, donc Voilà. mélange légumineuses graminées, des choses comme ça. Où là, je suis en train de regarder dans le cahier des charges, parce que justement, toc, 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 pour ce critère-là, donc là, c'était ça. Hop. Parce qu'à chaque fois, en fait, dans les cahiers des charges, ils définissent ce qu'ils entendent par légumineuse, ce qu'ils entendent par prairie temporaire, etc. Et là, dans tout ce qui était légumineuses pluriannuelles, les codes pris en compte seront les codes luzerne, sainfoin, vesse et MLC, apparemment. Donc, Ok. apparemment, MLG, par exemple, les légumineuses graminées ne seraient pas pris en compte, apparemment. Là, en tout cas, j'ai pris un cahier des charges de 2025. Ça, c'est des critères normalement qui ne bougent pas selon les selon les départements et le niveau des mesures. Ouais, donc là, ce qui est considéré en légumineuses pluriannuelles, donc qui ne serait pas concerné par cette interdiction de retour de 2 années de suite, ce serait luzerne, sainfoin, vesse et MLC. Donc ça va être MLC, c'est mélange. C'était mélange légumineuse. Je sais plus exactement ce que c'était celui-là. Mais MLC, c'était pareil, c'était un mélange, mais alors. Je me demande si c'était pas Pardon? Ah oui, peut-être ça, peut-être légumineuse céréales, oui. Le code MLC, Peut-être c'est ça. mélange multi-espèces avec légumineuses fourragères prépondérantes sans graminées prairiales. D'accord, ouais, c'est ça. Voilà. Mais à voir du coup sur les codes CPL et MPC. Mm. Alors après, la question, ça peut être effectivement dans le cas où on a un mélange luzerne graminée, où la luzerne n'est quasiment plus existante. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une prairie temporaire? Ça peut être aussi Ouais. C'était surtout, il y a le cas d'une productrice qui me disait qu'elle faisait plusieurs CPL à la suite, hein, donc des mélanges multi-espèces sans graminées prairiales et sans prédominance de légumineuses, avec Ouais. voilà, céréales et légumineuses, quoi. Mais bon, voilà, du coup, D'accord. c'est un cas peut-être particulier, mais. Alors après, dans les cas comme ça, de toute façon, même s'il y a un doute, on est sur une mesure de 3 ans, et c'est des choses qui peuvent. On n'est pas obligé que comment, tous ces codes, luzerne, VES, Sainfoin, MLC, le tout, c'est de respecter la proportion. En fait, c'est pas forcément des parcelles bloquées pendant les 3 ans. Le tout, c'est qu'on est bien. Pareil pour l'histoire de la jachère mellifère, c'est qu'on n'est pas. Enfin, il y a 1% à respecter, mais ça peut être, si on choisit de semer avec des annuels, ça peut être une parcelle différente chaque année finalement. Ok, merci. J'ai cru voir une autre main levée à un moment donné, mais qui est repartie entre-temps. Si jamais la question est toujours là, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Valentin Courtin. Petit renseignement, donc la FI6 n'existe plus. Quelle est donc la différence entre la FI6 et la FI5? Et deuxième question, donc si on fait partie d'un AESN, il n'y a pas de plafond là, comme vous aviez parlé, de plafond pour la FI5 des 16 000 euros. Merci. Ouais, donc apparemment, c'est ça. Donc AESN, c'est tout ce qui va être plutôt versant, tout ce qui est bassin versant qui va donner sur l'Oise, la Brelle et la partie sud de l'Aisne, je crois. Donc là, voilà, ce sera à voir si on a une parcelle qui peut justifier qu'on soit de l'autre côté. Donc ça, voilà, ce sera à vérifier. Et Ça, c'est effectivement, bien les. Pardon, Hugo, je remontre juste vas-y. la carte pour montrer que il faut réfléchir en termes de carte et pas
Parce que parfois, on sait qu'on est sur le bassin AESN, mais là, il faut vraiment regarder les zones. Donc là, ça Ouais. correspond vraiment aux zones qui sont en violet et du coup, sur lesquelles vous pourrez vérifier avec la carte interactive qui va venir. Parce que voilà, si vous êtes sur cette partie-là, par exemple, si vous voyez ma souris qui est aussi sur le côté AESN, mais elle n'est pas financée par la ESN, elle est cofinancée par la DRAF, et donc là, il y a des plafonds. Mais par contre, sur la partie en violet, il n'y a pas les plafonds. Anna, tu veux compléter? J'espère qu'on ne dit pas de bêtises. Non, non, c'est bien ça. C'était juste pour préciser que tous les PAEC n'ont pas ouvert les mesures HBV3 et FI5. Donc, en plus de vérifier sur quel PAEC sont les parcelles, il faut vérifier s'ils ont bien ouvert ces mesures-là. Voilà. Je ne sais pas si vous l'aviez précisé tout à l'heure et si je l'ai loupé, mais je préfère le redire. Ouais. Ouais, effectivement. Alors, il y a des opérateurs qui avaient la FI6 qui, du coup, on retombe sur la seconde question. C'est qu'en fait, effectivement, la FI6 n'existe plus, mais ça, c'est général sur toute la région, hein. Peut-être même au niveau national. Je C'est sais plus. national, ouais. C'est national, ouais. Donc, celle qui s'en rapproche le plus, ça va être effectivement la FI5, qui est un peu moins payée. Et en fait, les critères, généralement, la grosse différence, c'était sur les IFT à respecter finalement. Et donc, en fait, pour les bios, il va y avoir aucune différence fondamentale dans le cahier des charges. Et effectivement, il y a certains opérateurs qui ont fait le changement, c'est-à-dire qu'il y avait la FI6 et qui, du coup, ont pris la FI5 à la place. Et par contre, il y en a peut-être d'autres qui n'ont plus de mesure FI, peut-être. Dans certains départements, c'est peut-être possible. Oui, il y a des PAEC où il n'y a même pas de mesure FI ouverte parce que ça correspondait pas aux enjeux du territoire ou alors c'était pas demandé au niveau local. Donc D'accord. voilà, c'est dans ce cas-là, quand on est à cheval entre deux PAEC, il y a moyen peut-être d'aller plutôt sur le PAEC bio, enfin maintien des surfaces en agriculture biologique du coup. Et c'est vrai qu'on l'a, pareil, j'ai pas bien précisé en introduction, mais donc à l'origine, le PAEC prévoyait d'ouvrir la FI6 et non pas la FI5. Et du coup, le national ayant annoncé des nouvelles dispositions, donc avec cet engagement de 3 ans au lieu de 5, et il y a beaucoup de mesures qui ont été écartées parce que leur cahier des charges ne pouvait pas être adapté à une période de 5 ans au lieu de 3. Et malheureusement, la fille 6 a été écartée à ce moment-là. La seule fille qui est restée, c'est la fille 5. Et c'est pour ça qu'on s'est rabattu dessus pour ce PAEC-là. Donc effectivement, malheureusement, avec une rémunération un petit peu inférieure, puisque la fille 6 était rémunérée à euros par hectare. Et que là, du coup, nous sommes, je ne sais À plus de tête. 200, j'avais noté 201, je crois. C'est ça, 201. Ouais. Mais du coup, voilà, à chaque fois, on fait au mieux pour arriver à quand même ouvrir une mesure. Là, on s'est dit que, à défaut de la FI6, on se rabattait sur la FI5. Simplement pour préciser que ça n'impacte pas les contrats FI6 qui ont déjà été souscrits et qui restent bien en FI6 auparavant. C'est simplement là pour notre nouveau PAEC, on n'a pas pu l'ouvrir. Et d'ailleurs, moi, j'avais une petite question par rapport à ce critère de formation là, qui apparemment pourrait disparaître. Ça, j'imagine que ce ne sera pas rétroactif par rapport à ceux qui n'auraient, par exemple, ceux de 2025 qui n'auraient pas encore effectué de formation Oui, c'est ça. Ça concernera que les nouveaux que engagements 26. 2026 D'accord, et ok. peut-être ceux de 2027. Ok. Est-ce que sur les cahiers des charges, il y aurait d'autres questions? Oui, une petite dernière. Le cahier des charges est vraiment identique pour les MAEC bio. C'est-à-dire qu'il y a aussi 1% de jachère mellifère, tout est identique. Ouais, de ce point de vue-là, oui. En plus, je crois que c'était le fameux 1% en jachère mellifère et le 0,2 en haie. Ça devait être le minimum du minimum qu'on pouvait inscrire dans les cahiers des charges. Donc, je crois que
quasiment tous les territoires, ça a été parti là-dessus. En tout cas, moi, je parle pour la Somme, mais je pense que dans d'autres départements, on doit être à peu près là-dessus. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas eu de gros écarts. Et là, on part pour 3 ans, mais en 2028, on aura des nouvelles MAEC. Enfin, en tout cas, il y aura eu la réforme de la PAC. Voilà, c'est ça, c'est que la réforme de la PAC arrivera. Alors, simplement pour préciser que les négociations PAC, comme beaucoup de choses au niveau de la PAC, prennent un peu de retard. Vous avez l'habitude de vos paiements, enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. C'est une grosse machine à mettre en route. Et donc, ils annoncent déjà la possibilité d'avoir une année de transition. Donc, la nouvelle PAC, voilà, ce sera 2028 ou Donc, ça 2029. collerait très bien Voilà, aux 3 ans. c'est ça, exactement. Mais par contre, du coup, on peut pas dire assurément qu'il y aura de nouvelles MAEC, puisqu'en fait, la PAC, c'est vraiment, entre guillemets, enfin, ils peuvent tout réinventer à chaque programmation PAC. Oui, ça Là, sera un nouveau dernièrement, dispositif. voilà, c'est ça. Du coup, on ne sait pas peut-être qu'il y aura encore des MAEC, peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc, on verra. Et Je sais juste pas si... pour... Bonjour, Adou. Ah, pardon. Je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais du coup, si par exemple il y avait un prolongement de la programmation PAC d'une année ou de 2 années, parce que ça nous est déjà arrivé, est-ce qu'on va signer là, par exemple, ça sera prorogé aussi, ou alors ça s'arrêtera au bout de tous les 3 ans et il faudra qu'on se débrouille encore une fois pour retrouver des sous quelque part? Alors, si j'essaye de comparer avec ce qui s'était passé sur la précédente programmation, c'était que normalement, un contrat MAE, il va jusqu'à la date qui est inscrite dans son cahier des charges, de toute façon, puisque c'est des financements qui sont déjà actés au niveau de la première année d'engagement. Et donc, par exemple, si on prend ceux qui avaient fait 2015-2020, ils avaient bien fait leurs 5 ans, mais la PAC s'étant prolongée sur 21-22, pour certaines mesures, ils avaient dû refaire des mesures d'un an. Alors, c'était peut-être un peu plus facile parce qu'il y avait moins de mesures système et ça touchait pas forcément les mesures avec des IFT, mais on a eu beaucoup comme ça, notamment dans les zones humides, des exploitants qui ont fait 2015-2020, après 2 contrats d'un an, donc 2021-22, et qui sont repartis sur un contrat de 5 ans en 2023. Mais ça, malheureusement, le fait qu'ils puissent rallonger d'un an jusqu'en 2029, s'ils n'arrivent pas à trouver un système pour sortir la réforme en 28, ça, malheureusement, on contrôle pas grand-chose là-dessus. Ouais, Anna, je ne sais pas si tu as des compléments là-dessus, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, ce que vous signerez là, ça se terminera au bout de 3 ans. Après, est-ce qu'il y aura, comme dit Hugo, un dispositif qui viendra compléter? Peut-être, mais on n'a pas de visibilité dessus. Mais la Ah. question se posera de toute façon pour tous ceux qui ont des MAE, même hors bio, hein. Ce sera le cas pour même ceux de 2023 qui vont s'arrêter en 2028, où finalement on n'est pas sûr que ce sera des choses de 5 ans en 2028, quoi. Ça pourra être des choses de 1 an, comme ils avaient fait en 2022 finalement, enfin en 2021 plutôt. Et une autre question, si on veut s'engager là, il faut le faire avant quand puisque ça n'est valable que Alors, on peut je s'engager crois que cette année, c'était... on attend une Ouais. année. Donc, il faut le faire avant quand? Au moment de la PAC, comme d'habitude? Avant la C'est PAC. ça. C'est ça, en gros, c'est en gros dès l'ouverture de la télédéclaration, hein, donc ça va être au début avril. Généralement, on préfère attendre un petit peu parce qu'on sait que chaque année, il peut y avoir des petits soucis de connexion, des petits bugs. Donc généralement, on commence aux alentours du 5, entre le 5 et le 10 avril. En tout cas, nous, c'est comme ça par exemple, dans la Somme, c'est comme ça qu'on s'est calé. Alors, officiellement, c'est le 15 mai, mais je me demande si cette année, ils n'ont pas étendu jusqu'au 18. J'ai cru voir passer cette date-là, Oui, mais tu as raison. Je n'ai c'est... pas corrigé, mais je crois que ça a été prolongé, oui. Donc Oui, oui, ça doit être il me le semble 18. aussi.
Ouais. Je Ah. corrigerai sur le diapo, là, on vous l'enverra et je corrigerai. C'est bien le 18. Et généralement, comment on procède, bah, c'est que, alors moi je vais parler comme d'habitude, je vais parler juste pour la somme, mais généralement on aime bien tout faire en même temps, comme ça on règle le dossier une fois pour toutes, même si on a jusqu'au 15 septembre normalement pour faire le diagnostic. Parce que comme ça, on peut faire à la fois tout ce qui va être cartographie pour situer les parcelles et voir lesquelles sont éligibles, lesquelles sont dans tel ou tel territoire. Le diagnostic pour justement vérifier tous ces critères, voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque, qu'il faudrait modifier. Donc ça, généralement, on en profite pour le faire en même temps. La télédéclaration sur Télépac avant le 15 mai, ça, obligatoirement. Et également pour certaines mesures, mais qui ne nous concernent pas ici, quand il y a des plans de gestion ou des choses comme ça, quoi. Où là, on a pareil un délai où on peut le faire. Mais le principal, c'est d'avoir fait la télédéclaration avant le 15 mai ou 18 mai pour être sûr que ce soit bien enregistré. Et après, même s'il faut revenir sur le diagnostic avant le 15 septembre, on peut toujours, quoi. Est-ce que Nadou, ça répond à ta question? Oui, oui. Ok. Il y a une main levée. Mathieu, Lorient. Oui, c'était pour savoir, je suis allé par curiosité voir le site de la DRAF après avoir tapé PAEC dans Google et donc là, sur le site de la DRAF, il y a une carte interactive. C'est celle-là dont vous parlez ou ça sera une autre? Parce que là, il y a Alors, des images et c'est j'ai pu voir celle-ci, mais il faut qu'elle soit mise à jour. Et si je dis pas de bêtises, Anna, c'est pas encore le cas. Je crois que la date de la carto, elle est encore sur le PAEC de 2025. C'est ça, en fait. Là, c'est la carte de la campagne 2025. Et celle pour 2026, normalement, on espère pouvoir la mettre en ligne la semaine prochaine. Donc dessus, une fois que vous pourrez, enfin, une fois que vous aurez rentré les communes où il y a vos parcelles, vous pourrez regarder au niveau de chaque parcelle, en cliquant dessus, dans quel PAEC elles sont, donc dans quel PAEC elles sont, quelles sont les mesures ouvertes à cet endroit-là, quels sont les finances, enfin, quel est le financeur et le contact de l'opérateur. Voilà. Donc, ouais, on espère on espère pouvoir la terminer la semaine prochaine. Merci, Anna. Et bah, du coup, là, on avait pris peut-être un peu d'avance sur la diapo, mais je crois qu'avant, il y en avait juste une sur les cumuls, Oui, je où reviens ça en peut arrière. où ça peut aller assez vite. Donc là, bon, comme on a dit tout à l'heure, il faudra faire attention pour ceux qui ont encore des surfaces en conversion. Où là, voilà, il faudra. Alors, je crois que cette année, en conversion, il n'y en aura peut-être plus beaucoup. Mais en tout cas, voilà, il faut regarder si ça vaut le coup de résilier, s'il reste un tout petit peu de surface en conversion pour basculer entièrement sur la MAE. Sachant que si on annule la conversion avant, même si c'est une petite surface, il faudra rembourser l'équivalent d'une demi-annuité de ce qu'on a perçu au titre de la conversion. Évidemment, on ne peut pas cumuler avec d'autres mesures système, puisque là, on est sur une mesure à l'échelle de l'exploitation. Pour ceux qui auraient éventuellement des MAE localisés sur certains secteurs qui étaient déjà éligibles, il peut y avoir des cumuls possibles, notamment avec des mesures sur les prairies. Je pense notamment aux mesures de retard de fauche et certaines mesures en zone humide, je crois, gestion de prairies en zone humide, où là, on peut avoir des cumuls, des fois même sur les mêmes surfaces, sur certaines mesures. Mais donc là, voilà, ce sera à vérifier au cas par cas. Mais voilà, c'est surtout les mesures prairies qui sont cumulables. Mais ça n'impacte pas tout ce qui va être autre, c'est-à-dire tout ce qui va être les éco-régimes liés à la PAC de base, les crédits d'impôt bio, les aides à la certification, tout ça, c'est vraiment des financements séparés. Donc tout ça, ça reste tel quel. Voilà pour le côté cumul. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? C'est que parfois on s'arrache un peu les cheveux en bio pour savoir ce à quoi on a le droit et
avec quoi c'est cumulable. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques là-dessus, n'hésitez pas. Ça a l'air d'être tout bon. De toute façon, enfin, donc, comme on disait, vous avez nos contacts aussi sur la diapo juste après. Et donc, tout ça, ce sera des choses qu'on peut voir au moment où on analyse votre dossier avec vous pour voir, vous aider à naviguer entre tous ces dispositifs-là. Est-ce que là-dessus, Hugo, tu avais des compléments sur sur la Pas manière de procéder? spécialement, puisque comme je disais, on essaye de faire les rendez-vous, la télédéclaration. Enfin, nous, dans la Somme, on essaye de faire ça tout d'un coup. Après, je sais que certains opérateurs, des fois, certains opérateurs hors chambre interviennent en dehors, ils font la déclaration sur Télépac et puis après, ils vérifient quand même avant, évidemment, les critères. Mais le dossier papier final avec le diagnostic, ils le font un peu après. Non, mis à part ça, là, on est sur des mesures où il n'y a pas de plan de gestion. Donc, a priori, non, a priori, ça devrait. Aussi, après, oui, il y a la dernière ligne, la réalisation du bilan IFT, où là, globalement, j'ai revu, moi, avec la DDT de la Somme, parce qu'on avait eu une petite question sur le fait que est-ce que les bilans IFT bio devaient être absolument certifiés par un outil certifié du ministère, comme c'est le cas pour les conventionnels. Mais là, donc, ça paraissait un peu bizarre, puisqu'effectivement, ce sont des bilans où, à part des biocontrôles autorisés en bio ou des biostimulants autorisés en bio, on n'a pas de molécules de synthèse. Donc, en fait, l'outil du ministère à la base était plutôt calibré pour les traitements conventionnels. Et apparemment, pour les bilans IFT bio, il n'y aurait pas forcément besoin d'utiliser, du coup, de rentrer les surfaces dans un outil certifié pour qu'il nous ressorte à la fin un tableau à zéro, quoi, finalement. Donc, apparemment, on pourrait faire un tableau avec les surfaces de l'année, éventuellement les biocontrôles ou les biostimulants s'il y en a, signé à la fois de l'exploitant et du conseiller qui accompagnerait, quoi. Et donc ça qui serait à transmettre chaque année à la DDT de votre département. Hmm. Et donc, à toutes ces étapes, on vous accompagne. C'est bien ça. Donc là, maintenant que vous avez l'information, n'hésitez pas donc à prendre attache un peu avec les conseillers avec qui vous avez l'habitude d'échanger ou autres selon votre localisation. Et puis ensuite, voilà, on vous accompagne à toutes les étapes, que ce soit ce diagnostic agroécologique, éventuellement, s'il y a des questions sur le dépôt Télépac, la réalisation de ce bilan et le suivi en fait du cahier des charges. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de la réunion. On a tenu 1 heure et demie, un peu plus. Donc, si jamais il y a des questions, là, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, on reste disponible par la suite. Euh, je, je vous remercie encore, du coup, pour votre participation. Je ne sais pas si, encore une fois, il y a des questions dans le chat. Je ne le vois pas. Euh, Bonjour. il semble- Il y Ah a oui. eu un mot éventuellement, parce que moi je suis dans les zones blanches. Pour la nouvelle MAEC, vous avez un montant prévisionnel ou pas spécialement? Alors, du coup, ils ont été présentés juste avant sur les 2 MAEC qui sont ouvertes. Alors, je ne sais pas si vous êtes en élevage ou alors plutôt grande culture. Pour l'élevage, c'est 233 € par hectare et par an. Et grande culture, D'accord. c'est 201 € par hectare et par an. Alors après, je sais pas, on n'avait peut-être pas dit comment le montant total qui était alloué pour toute la région. Je ne sais plus si on l'a évoqué, mais je crois que comme c'est en fait des fonds pour la conversion qui n'étaient pas utilisés,
par rapport au nombre d'agriculteurs bio qui n'étaient pas déjà engagés, on était sur une enveloppe régionale qui suffisait largement, si je me souviens bien. Anna, est-ce que tu peux nous repréciser Je sais. éventuellement les montants de l'enveloppe totale des reliquats qui restait, qui est allouée à ce Euh, dispositif? Il y avait 1 million d'euros de reliquats FEADER qu'on nous a demandé, nous, de destiner aux élevages d'herbivores, enfin aux mesures HBV en fait. Et du coup, D'accord. avec ce reliquat-là, qui du coup fait partie de l'enveloppe globale euh, de l'Union européenne qui est allouée au MAEC, on va pouvoir dégager un peu d'autres crédits pour financer la mesure FI5 sur ce PAEC. Et on n'a pas encore les informations sur les enveloppes au niveau, enfin sur les enveloppes finales en fait pour la campagne 2026. Hmm. Mais en fonction des budgets qu'on a au niveau des agences de l'eau et du ministère, on essaye comment dire, on adapte les plans de financement. Donc, si on n'a pas assez d'enveloppe au niveau des agences de l'eau, on peut mettre peut-être un peu plus de crédit de l'Union européenne si on en a suffisamment. Enfin, on s'adapte un peu comme ça. Donc, il n'y a pas une enveloppe globale destinée uniquement aux PAEC bio, D'accord. puisqu'on on a des enveloppes pour les PAEC au niveau de la région. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Eh bien, oula, est-ce que vous voyez encore le partage d'écran? Non, j'ai Non. l'impression qu'il a sauté. Je ne sais pas quelle manip j'ai faite. Hop, je Oui, ça marche. repartage. Tac. Voilà. Du coup, c'était pour la dernière la diapo de remerciement. Déjà, merci beaucoup Hugo et Anna aussi pour vos apports et votre participation. Pardon, Lucille, tu avais une question, je vois que ton micro est activé. Non, pardon, c'est une erreur. Ah, pas de souci. Et ben du coup, il nous reste plus qu'à vous remercier encore pour votre présence. On espère qu'on a pu répondre à la majorité des questions et que ça vous a donné toutes les infos nécessaires. Et puis, j'en profite simplement pour vous dire que le 8 avril, on prévoit notre webinaire annuel sur l'ensemble des aides à l'agriculture biologique dans les Hauts-de-France, donc où on balaye un petit peu les aides PAC et toutes les aides à l'investissement, etc. Donc n'hésitez pas à noter la date, on vous enverra bientôt un lien d'inscription. Voilà. Merci encore. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, Hugo, si tu as des choses à rajouter. Et sinon, Non, pas spécialement. Nous, de toute façon, on va dire qu'au niveau des... Alors, il faut faire attention au niveau des départements parce que toutes les chambres ne font pas forcément de... on va dire que les chambres peuvent superviser, mais je sais que, par exemple, dans le Pas-de-Calais, les chambres ne montent pas forcément le dossier MAE. Là, c'est plutôt les opérateurs locaux. Donc voilà, c'est juste faire attention au niveau des interlocuteurs. Des fois, ça peut être un peu disparate selon les départements. Voilà. ouais. Du coup, n'hésitez pas aussi. Enfin, voilà, si jamais vous avez à un moment donné peut-être le mauvais interlocuteur, c'est pas grave, on vous redirigera. En tout cas, on trouvera toujours une solution pour, euh, pour bien vous guider. Voilà, et ben, je vous remercie encore tous et toutes, et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit peut-être pour la plupart. Et à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter du coup. Merci. Merci Bonne journée. merci pour vos explications. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.